Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière. Désolé pour l'absence, en ce moment je bosse sur pas mal de trucs en même temps. Donc j'avais envie d'un peu de repos, je sentais que j'avais pas envie de faire de vidéo la semaine dernière en fait. Et comme je l'ai déjà expliqué, cette chaîne répond beaucoup à mes envies. Si je suis pas motivé, je préfère ne pas en faire, ne pas m'astreindre à une obligation, que ça reste un truc purement agréable. Et j'espère que ça le sera. J'ai fait tomber la caméra, voilà, ça c'est cool. J'espère que ça sera agréable cette semaine parce qu'on va parler d'un manga qui m'a beaucoup plu. Là, on est sur un gros morceau en termes d'intérêt. C'est L'Ère des Cristaux, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, qui est un manga qui m'avait été, alors pas conseillé, mais il y en a un d'entre vous qui avait laissé un commentaire récemment, une vidéo où je disais que j'avais commencé à lire cette série et qui me disait qu'il fallait que je continue et que lui-même avait fait une vidéo que j'ai regardée, donc je vous mets le lien en description. C'est Eronalax qui passera peut-être parmi vous pour commenter aussi cette vidéo-là. Merci à toi si tu passes. Ta vidéo était très cool. Je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, d'aller sur d'autres angles. Je vais forcément un petit peu répéter quand même. L'ère des cristaux, ça fait partie de ces mangas qui peuvent être un peu comparés à d'autres titres dont on a déjà parlé. Je pense par exemple à Peleliu, euh, à, à MPD Psycho, par exemple, à Claymore, même d'une certaine façon. C'est-à-dire des mangas qui sont pas ultra connus, mais qui ont une base de fans assez fans, justement. Et généralement, les gens qui aiment bien ces mangas-là les adorent, en fait, en sont vraiment très fans. L'ère des cristaux a un peu ce truc-là, et on peut comprendre très vite pourquoi. C'est un manga très particulier. Déjà, moi, ce qui m'a plu avec ce manga, c'est déjà l'aspect graphique qui est très à part, tout en vide d'une certaine façon. Il y a des cases très grandes pour souvent représenter pas grand chose, et en même temps d'autres cases qui sont ultra fourmillantes, mais finalement avec des éléments très répétitifs, très bizarres. Il y a une imagerie ultra étrange en fait dans l'ère des cristaux. Vous voyez, il y a des cases comme ça très souvent qui laissent de la place au vide en fait d'une certaine façon. Vous voyez, même une case comme ça, elle est bizarre en fait en termes de construction. Où là, il se fait taper sur la tête par une épée, mais la construction de la case est très étrange. Et il y a souvent ça dans l'ère des cristaux. Et donc l'aspect graphique, moi, m'a déjà beaucoup accroché. C'est la première chose qu'on remarque quand on feuillette un peu le manga. C'est très à part. Et ça va avoir à voir, si je puis dire, avec aussi le contenu thématique. On en parlera petit à petit. L'histoire, je vais résumer rapidement. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, est-ce qu'on voit bien qu'il y a un effet un peu de brillance, comme les cartes brillantes qu'on avait quand on était petit, sur les couvertures, sur toutes les couvertures. Glénat, c'est l'éditeur de l'ère des cristaux, a fait un beau travail d'édition avec ses couvertures comme ça holographiques. Enfin, holographiques, c'est pas holographique, mais brillantes. Quelques pages couleurs au début à chaque fois. Donc l'ère des cristaux, ça parle d'un monde post-apo très lointain. L'humanité a complètement disparu, le monde a été transformé complètement d'un point de vue géographique, il reste plus grand-chose. Tout se passe un peu sur une espèce de grande île. Et les seules formes de vie qui restent sur la Terre sont une trentaine de personnages qui sont des personnages minéraux, qui sont des cristaux, d'où le titre. Ça se voit pas trop parce que ils ont des physionomies humaines, mais ce sont des cristaux. Ils ont tous un nom de pierre, rubis, diamant, améthyste, voilà. Et on le voit pas trop dans le manga parce que c'est en noir et blanc, mais ils ont des chevelures aussi de la couleur des pierres. On le voit sur les pages couleurs au début. Vous voyez là, vous pouvez voir une petite, une petite tripotée de personnages. Personnages d'ailleurs qui sont assez intéressants aussi parce que comme vous pouvez le voir, ils ont des looks, enfin des physionomies, encore une fois, des physiques, des corpulences très féminines. Mais ils sont tous genrés au masculin. Ça aussi, ça va être important pour le manga, pour l'intérêt de l'ère des cristaux. On y reviendra. Et donc, dans ce monde, on a cette trentaine de cristaux. À l'origine, au début, très flou. On ne sait pas trop, nous lecteurs, comment ils ont été créés, qu'est-ce que c'est comme forme de vie, en fait. On comprend que c'est des pierres. On le voit que c'est le cas. Hein, c'est pas, on ne nous fait pas croire que c'est des pierres, en fait, c'est des humains. Parce qu'on les voit se briser. On voit comment ils fonctionnent d'un point de vue physiologique. Et c'est effectivement des pierres. Ils se reconstituent, ils peuvent se casser et se reconstituer. Ce que ne font pas forcément les pierres, mais en tout cas, dans cet univers-là, il y a ça. Et on voit, j'essaye de vous trouver une page où on pourrait les voir se briser.
On voit l'intérieur, c'est vraiment des personnages minéraux, quoi. On va trouver ça petit à petit. Mais, et voilà. Et donc, ils sont sous les ordres enfin, sous les ordres, sous le commandement de ce personnage-là, Vajra, qui est leur maître, qui est le seul qui ressemble à un homme et qui a l'air d'être le vieux sage un peu qui les entraîne. Et on comprend relativement rapidement qu'il est aussi plus ou moins à l'origine de leur création. Il n'est pas leur créateur exactement, mais il y a un truc un peu flou autour de ça. Il est plus vieux qu'eux, et il en sait plus sur ce monde qu'eux. Et on va suivre dans cette intrigue ce personnage-là que vous voyez là, un peu flou, sur la droite, qui s'appelle Phosphophilite. Phosphophilite ou Phospholite. On va retrouver son nom. Où est-il? Phosphophilite, j'avais bon. Qui a les cheveux verts et qui est le cristal, un des cristaux les plus fragiles de la bande. Et qui est un peu nulos, qui est un peu le personnage rigolo au début, dont Vajra, le grand chef, ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas trop quel boulot lui donner, parce que en fait, il y a des guerriers, il y a des savants, il y a des médecins, mais Phosphophilite, il est un peu nul dans tout. Et donc, il lui donne finalement, un peu par dépit, le boulot d'aller, on va dire, cartographier, faire l'histoire naturelle de la planète. Et cette mission va mettre Phosphophilite sur une trajectoire qui va beaucoup changer. Là, vous voyez, Phosphophilite s'est un peu fait casser le visage, donc vous voyez des éclats de pierre. Vous inquiétez pas pour lui, c'est vraiment, il se reconstitue. Et il y a un rapport au temps d'ailleurs, parce qu'il se reconstitue quand même. Là, il s'est fait couper les jambes aussi, et le bras. Il se reconstitue quand même enfin, ça peut prendre des années. Et il y a un rapport à la temporalité dans l'ère des cristaux qui est super intéressant parce que, en fait, le récit s'étale sur plusieurs siècles, voire millénaires, sans qu'on le voit trop passer, parce que c'est des personnages qui ont un rapport au temps qui passe qui est très différent. Ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire, ils ne sont pas sensibles au froid, au chaud. Ils sont éternels, ils ne meurent jamais. Donc, le temps n'a pas la même signification pour eux que pour nous. Donc la temporalité du récit est super bizarre, mais c'est vraiment intéressant à suivre. On comprend parfois qu'en 2 pages, il va se passer 300 ans. Et en fait, ça va pas changer grand-chose, parce que c'est des personnages éternels, comme je disais. Donc en fait, 300 ans pour eux, ça veut pas dire tellement de choses. C'est pas fondamentalement différent, 300 ans de 3 mois. C'est juste du temps qui passe. Et c'est un peu pareil sur l'espace. C'est-à-dire que comme ce monde a été changé suite à une apocalypse dont on ne sait pas grand-chose au début, qu'il reste plus grand-chose, on a l'impression qu'ils évoluent dans une espèce de plaine infinie. C'est un peu toujours les mêmes paysages. Il y a la plage, la plaine, les falaises, et puis c'est à peu près tout. En hiver, il y a des banquises qui se forment sur la mer. Euh, et il y a le grand bâtiment dans lequel ils vivent tous, et qui est vraiment le centre du récit, ce bâtiment. Enfin, c'est le centre du récit. Il y a pas de secret particulier avec le bâtiment, quoi, mais tout se passe toujours au même endroit. Et c'est vraiment intéressant aussi, ce rapport à l'espace, c'est-à-dire à un temps infini et à un espace qui, au contraire, est assez réduit. En fait, le manga ne multiplie pas du tout les décors, ne multiplie pas du tout les mises en scène. On a des scènes qui se ressemblent beaucoup les unes les autres. Et je pense que c'est une vraie volonté de l'autrice, Haruko Ichikawa, euh, qui est l'autrice de l'ère des cristaux et de pas grand chose d'autre, d'après ce que j'ai compris. C'est sa seule série en France, en tout cas. Et ouais, donc il y a un rapport à la fois à l'espace et au temps qui est ultra intéressant, assez inédit, moi, que j'avais pas trop vu dans d'autres mangas. Là, vous voyez aussi, il y a quelque chose que je vous ai pas dit de l'histoire, qui est très important, c'est que les cristaux sont régulièrement attaqués par ce qu'ils appellent les Séléniens, qui sont une espèce, c'est ce que je peux dire, de personnages à très forte inspiration bouddhiste. J'essaye de vous en montrer en pleine page. Voilà, il ressemble à ça. Il débarque du ciel dans des taches noires comme ça, qui s'ouvrent et qui sont pleines d'individus qui vont tirer sur les cristaux et qui en fait essayent de récupérer les cristaux pour en faire des matériaux de construction. Ils viennent de la Lune, comme le nom l'indique, les Séléniens. Et donc, comme je dis, énorme inspiration bouddhiste. Vous le voyez sur la tête des personnages, hein, tout simplement, qui ressemblent à des divinités. Et même sur quelque chose comme ça, par exemple, quand ils se font décapiter,
Parce que les cristaux sont vraiment balèzes. Ils sont beaucoup plus balèzes que les séléniens, mais les séléniens sont beaucoup plus nombreux. Les cristaux sont une trentaine, les séléniens ont l'air infinis. Ils débarquent à plusieurs centaines à chaque fois. Et quand ils se font comme ça décapiter, ça c'est vraiment dans les toutes premières pages, on voit que ça ressemble à un lotus à l'intérieur, à une racine de lotus, et qui est le lotus qui est très important aussi symboliquement dans le bouddhisme. Donc il y a tout un truc comme ça qui m'a un peu fait penser d'ailleurs à une autre série dont on avait déjà parlé, qui était celle-là, 5 Minutes Forward, petite série très sympa, pas essentielle à lire, mais qui était quand même assez cool, et qui, pareil, avait une réutilisation pour ces méchants de figures bouddhistes, qui était aussi assez mystérieuse dans son utilisation, et qui laisse penser qu'en tant qu'occidentaux, pas forcément familiers de ces symboliques-là, on passe peut-être à côté de messages en particulier. Et dans l'ère des cristaux, ça se sent beaucoup. Y a plein de choses dans les noms des personnages, même Vajra, le maître des cristaux, comme je vous disais, le nom Vajra est pas innocent. Et même sa tenue n'est pas innocente, il ressemble à un moine, comme ça. Il y a plein de choses, je pense, à comprendre. C'est un récit très dense. Là, je vous ai fait un petit peu le résumé de base, mais en fait, ça va aller beaucoup plus loin que ce que j'ai raconté. Et il y a notamment tout un arc autour de Phosphophilite, qu'on va appeler Phos, qui est le héros, et qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer au cours du récit. Là, c'est le tome 3, il a déjà commencé à changer. Vous voyez que ses jambes ont un aspect bizarre. Il est là. Parce qu'il s'est fait greffer des jambes d'un autre minéral, parce qu'il les a perdues au cours d'une bataille. Et en fait, il y a tout un truc où on peut reconstituer les cristaux un peu à l'infini, mais parfois, par manque, ils ne retrouvent pas les morceaux manquants qui ont été perdus au fond de la mer ou des choses comme ça. Ça, c'est la banquise, là, que vous voyez, qui se révèle très importante dans les derniers épisodes parus. Et oui, et donc les morceaux manquants sont remplacés par des morceaux d'autres minéraux, d'autres types de minéraux. Sauf que ça a un effet à la longue assez pervers, qui est que les cristaux qui sont comme ça fusionnés avec d'autres morceaux se retrouvent à un peu voir leur identité se diluer. C'est-à-dire que plus il y a de minéraux différents dans leur corps, plus ils vont avoir de personnalités qui se mélangent. Phosphophilite va notamment, là, vous le voyez, être fusionné avec de l'or. L'or qui est un métal très malléable, très souple, et dont il va se servir pour faire des espèces de tentacules, comme ça. Là, il ne maîtrise pas encore tout à fait, mais ça va devenir son gros pouvoir, un peu à la One Piece, où il a des bras élastiques qui lui permettent de faire tout et n'importe quoi. Et ça va devenir un peu sa transformation maîtresse. Vous voyez, la mise en page et la composition des pages dans l'ère des cristaux est très bizarre, mais très lisible aussi. Ça rend les scènes d'action en fait assez virevoltantes, assez compréhensibles toujours. Le dessin peut paraître très bizarre, mais en fait, on s'y fait très vite et ça devient un dessin en fait très compréhensible. Il y a une espèce d'épure dans le dessin de Haruko Ichikawa qui recherche une simplicité et en même temps un symbolisme qui est assez classe, je trouve. Au début, j'étais pas super fan de son dessin, et très vite, au bout de 2-3 tomes, je m'y suis fait, et aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. Puis c'est vachement à part, quoi. C'est vraiment un truc très particulier. Comme je disais, ouais, il y a tout un propos sous-jacent sur l'identité, en fait, sur l'identité qui se dilue, et sur que sont les cristaux fondamentalement. C'est quoi quelle est leur identité, quoi. Et c'est un peu la quête de Phosphophilite qui se double à la fois de quelle est leur identité à eux tous, mais quelle est son identité à lui qui petit à petit, au fil du récit, va avoir de plus en plus de pièces extérieures à son corps. Ses jambes vont changer, ses bras vont changer, sa tête va changer au bout d'un moment. Il va devenir un personnage qui va énormément être différent de tome en tome. Au début, vous le voyez, il ressemble à ce que vous voyez sur les couvertures, avec une chevelure verte très généreuse comme ça, un caractère très enjoué. Puis petit à petit, sa chevelure va se réduire, son caractère va être de moins en moins enjoué aussi. Il va devenir de plus en plus grave, mais pas simplement parce qu'il vit, aussi, ça joue, hein, il découvre de plus en plus de choses, mais aussi par comme je disais, le changement de son corps. Et on en revient, je pense, à un thème sous-jacent du manga. Comme je vous disais, les cristaux ont tous des looks très féminins. Si on vous dit rien et qu'on vous montre juste les dessins, normalement, vous vous dites que c'est des persos féminins. Sauf qu'ils sont genrés au masculin. Alors, dans le récit,
voyez, ils portent des jupes, certains ont des talons, des choses comme ça. Euh, avec une chevelure très féminine aussi. En général, la chevelure est très importante dans la caractérisation des persos. Euh, il y a un propos, je pense, sur le genre, sur l'identité aussi de genre, l'identité sexuelle et de genre. C'est des persos qui sont décrits dans le récit, c'est des minéraux, ils sont asexués et agenrés. On les genre au masculin dans le récit, mais en fait, on aurait pu les genrer au féminin. On sent que ça n'a pas trop d'importance. Ils n'ont pas de vie sexuelle, ils n'ont pas de sentiments amoureux, de sentiments sexuels, si je puis dire. Mais il y a un propos qui se développe là-dessus aussi, parce que en parallèle sont développés petit à petit d'autres peuples, alors les Séléniens en premier lieu, leurs ennemis qui débarquent de la Lune, mais aussi un autre peuple sous-marin qui lui est sexué, qui ressemble beaucoup plus à des femmes, là où les Séléniens ont des hommes et des femmes d'un point de vue de représentation de genre classique, et ça va ouvrir des perspectives aussi à certains cristaux qui vont commencer à se poser des questions sur cette question-là. Et je me demande s'il n'y a pas un propos un peu sous-jacent d'Haruko Ichikawa sur la transsexualité, la transidentité, parce que, comme je vous dis, le perso de Phosphophilite change beaucoup. Et ma caméra n'arrête pas de tomber. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon trépied. Je vais essayer de la mettre bien. Là, ça devrait aller. Y a des changements qui s'opèrent au niveau corporel de tome en tome et qui sont, à mon avis, à mettre en parallèle avec ce thème-là, qui est un thème qui est jamais explicitement développé dans le récit, mais qui me semble sous-jacent sur beaucoup d'aspects. Là, c'est Phosphophilite avec les cheveux bleus, il a changé de tête, comme je vous disais. Il a perdu sa tête dans une bataille et on lui greffe la tête d'un autre cristal. Vous voyez, là, tout est dans la couverture. Hein. Phosphophilite qui a la tête arrachée, et là, on voit sa nouvelle tête. Et donc oui, il y a beaucoup de changements comme ça. Il y a un propos très intéressant à creuser. C'est un manga qui est très riche en sous-texte et en sous-thèmes, si je puis dire. Mais qui, comme vous le voyez, n'est pas très bavard. C'est quand même un manga d'action, en fait, d'action et d'enquête, parce que Phosphophilite, en fait, très rapidement, se rend compte que Vajra, leur grand maître, leur cache des choses, qui sait des choses qu'il ne veut pas dire. Et en fait, tout l'enjeu pour Phosphophilite va être de comprendre ce qui se passe et de comment qu'en fait, il comprend rapidement, au fur et à mesure des tomes, que derrière, là c'est toujours Phosphophilite, qui commence à vraiment beaucoup changer, comme vous le voyez, que derrière les secrets gardés par Vajra, se trouve peut-être la clé pour mettre fin à la bataille contre les Séléniens. Parce que les Séléniens, je dis, ils sont beaucoup moins forts que les cristaux, beaucoup moins solides, tout ça, mais quand même, à la longue, ils ont réussi à enlever pas mal de cristaux qu'ils ont ramenés sur leur planète, on ne sait pas trop pourquoi, enfin sur la Lune. Et donc Phosphophilite se met en tête de découvrir ce que cache Vajra et si ça peut pas mettre un terme à l'affrontement, quoi. Je vais pas trop en dire plus, mais aujourd'hui on en est à 12 tomes. Le 12e est sorti il y a vraiment pas longtemps en France et l'histoire a beaucoup évolué. Les 3-4 derniers tomes, c'est un tournant majeur dans l'histoire et ça donne même, c'est presque un autre genre du manga. Le 12e tome actuel, que vous voyez là, est presque pas muet, mais il y a beaucoup moins de texte que d'habitude. Il est encore plus vide que d'habitude. Dès la couverture, d'ailleurs, c'est la première couverture où on voit pas de personnage. Enfin, on en voit un, là, on voit une silhouette, mais c'est un paysage beaucoup plus désolé que les autres couvertures. Je pense qu'on s'approche de la fin. À mon avis, il reste un tome ou deux. Là, ça pourrait même être la fin. Ça pourrait se terminer à la fin du 12. Je vous montre pas trop ce qu'il y a dedans. Ça pourrait se terminer à la fin du 12, mais je sais que c'est pas la fin. Au Japon, la prépublication continue. J'ai même été lire les chapitres sur Internet, ce que je fais jamais d'habitude. Je me contente de lire les traductions françaises en général, les traductions, enfin les parutions officielles. Là, j'avais envie de voir la suite, de voir. En fait, la fin du 12 ressemble tellement à une fin possible pour la série que je voulais être sûr que ça continuait. Ça continue effectivement de manière, encore une fois, assez étrange. La série évolue beaucoup, comme son personnage principal. Elle change de forme. Ce qui commence au début comme un seinen d'action, mais d'action assez soft au départ. C'est pas la grande bagarre. Et c'est plutôt un peu tranche de vie, de personnages bizarres, avec des interactions un peu étranges, un peu inhumaines. Enfin, inhumaines, ça veut pas dire négatives, hein, mais c'est-à-dire c'est pas des interactions d'humains normaux. On s'interroge, y a plein de petits mystères sur que sont ces personnages, les cristaux, qu'est-ce qu'ils sont en termes de nature, qu'est-ce que sont les Séléniens aussi, qu'on voit là, qui débarquent comme ça. On se pose plein de questions, c'est intriguant.
mais c'est un manga relativement calme au début et qui devient de plus en plus frénétique à mesure des tomes, jusqu'à devenir un vrai manga de baston pur quoi, dans les derniers, où il y a vraiment des scènes très très enfin hardcore. C'est pas hardcore, mais où ça défouraille vraiment quoi. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des relations entre les persos aussi qui sont super intéressantes. Il y a énormément de persos, tous n'ont pas le même développement, mais il y en a certains, dont celui-là qui s'appelle Cinabre, qu'on voit à gauche. À droite, c'est Phosphophilite, comme je vous disais, c'est sa nouvelle tête. Et à gauche, c'est Cinabre, qui est un cristal qui vit un peu à part, parce qu'en fait, en gros, il est en mercure. Et donc, il est empoisonné quoi, pour les autres. Il ne peut pas être en contact physique avec les autres cristaux. Donc, il s'occupe des rondes de nuit. Mais il vit à part et il y a un rapport entre lui et Phosphophilite qui est très intéressant aussi. Euh, et donc c'est un manga qui est très riche et qui d'une certaine façon m'a rappelé d'ailleurs, je voulais en placer une, m'a rappelé deux autres mangas dont on a déjà parlé, qui sont à la fois Heads, hop, qui est là, dont j'ai le coffret, dont on a parlé il y a très longtemps au début de la chaîne, de Keigo Higashino et de Motoru Mase, qui est l'auteur de Ikigami, sa série la plus connue, je pense, qui, pareil, parlait d'une identité qui se perd via un changement corporel, qui était là une greffe de cerveau dans Heads. C'est un manga beaucoup plus mineur, hein, pour le coup, mais qui m'a fait penser un petit peu. Je sais pas pourquoi, ça m'a rappelé l'ère des cristaux, m'a rappelé Heads, et ça m'a fait penser à un manga beaucoup plus connu, qui est là, hop, L'attaque des Titans, qui lui aussi, alors pas, parle aussi de changement d'une certaine façon, de changement du personnage principal, Eren, et qui va de pair avec le changement de rythme et de narration du récit. Pour ceux qui ont lu L'Attaque des Titans, je pense que vous êtes nombreux, vous savez que le récit change beaucoup. En fait, ce qu'on a au début n'est pas ce qu'on a à la fin. Et entre les deux, il y a beaucoup de mutations du récit, comme il y a des mutations du personnage. Et il y a vraiment ce truc-là dans l'ère des cristaux. Et donc, ça en fait une œuvre vraiment très riche, avec beaucoup de degrés de lecture possibles, beaucoup de relecture possibles aussi. C'est un manga, à mon avis, qui mérite l'ère des cristaux, pardon, l'attaque des titans aussi, mais qui mérite d'être relu. Moi, j'ai envie, alors que je viens juste de terminer la série, enfin de terminer ce qui a été publié, j'ai envie de le relire déjà. Pour reprendre l'histoire avec une autre perspective, en sachant un peu comment ça se termine. Euh, Parce que là, au tome 12, où on en est actuellement en France, et au Japon d'ailleurs, on a beaucoup de réponses. Là, si ça s'arrêtait maintenant, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à une fin, la fin du tome 12, si ça s'arrêtait maintenant, on serait satisfait, entre guillemets. Il n'y a pas de questions sans réponse qui restent. On a eu à peu près toutes les réponses. Mais, comme je vous dis, j'ai lu la suite sur Internet, honte à moi. Euh, et en fait, il y a d'autres choses qui se développent. Elle est vraiment bizarre, la suite. Là, les chapitres à venir sont vraiment très étranges. C'est très métaphysique. Mais ce qui est intéressant, et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est qu'en fait, malgré tous ces thèmes qu'il y a à voir dans l'ère des cristaux, que ce soit le rapport au bouddhisme, le rapport à la transidentité, le rapport même, quand je parle de transidentité, c'est intéressant aussi, c'est pas que les personnages eux-mêmes se posent des questions, mais c'est aussi un rapport par rapport au lecteur, c'est-à-dire de tromper ses attentes, de lui mettre des persos très féminins comme ça, et de lui dire non, on les genre au masculin, et ils n'ont pas de sexe. Il y a un truc très intéressant, et d'ailleurs, c'est pas. Enfin, l'autrice fait, à mon avis, un travail vraiment intéressant dans la représentation des corps et de la féminité et des caractères féminins en manga. Qui est vraiment. Il y a des choses à en dire. Je me sens pas apte à en parler plus en profondeur actuellement. J'ai pas assez analysé le truc et je suis peut-être pas le meilleur spécialiste pour ça. Mais je pense que des lectrices manga qui ont une lecture très féministe du manga, j'en connais quelques-unes, peuvent avoir. Il y a de quoi faire avec l'ère des cristaux. Il y a des trucs à creuser. Euh, et tout ça en fait un manga très riche, comme je disais, mais qu'il faut aussi prendre comme un manga de divertissement, avec des batailles dans tous les sens, avec des factions qui s'affrontent, avec des mystères à résoudre, des enquêtes qui sont menées, avec des développements de personnages, des nouveaux décors qui se dévoilent. Vous voyez, là, on découvre un décor très différent. Je vous laisse la surprise de ce que c'est. C'est dans le tome 9. Et tout ça en fait aussi un divertissement. Et je pense que c'est important, quand on analyse des œuvres et quand on en parle et quand on les aime, d'aussi se souvenir de cette dimension-là qu'elles ont. C'est-à-dire que ne pas s'attarder que sur le propos. C'est intéressant le propos, les thématiques, les symboliques. Mais je pense que c'est intéressant aussi de garder en tête qu'avant tout, un manga comme celui-là
et aussi un manga de divertissement, fait pour être une histoire qu'on a envie de suivre. Et c'est très efficace sous cet angle-là aussi. Les derniers tomes s'enfilent vraiment à la chaîne, c'est très dur d'arrêter. Mais même les premiers, en fait, dès le début, moi je trouve que ça démarre dès le début. Vous m'aviez dit, ça devait être Hero Nalax qui avait fait la vidéo dont je vous parlais au début, qui m'avait prévenu de peut-être m'accrocher sur les 2-3 premiers tomes. Le premier m'a peut-être laissé un peu sceptique, je savais pas trop où ça allait. C'est surtout la profusion de personnages. Il y en a vraiment beaucoup au début et on les capte pas tous. Mais en fait, dès le deuxième tome, je m'y suis mis et ça démarre assez rapidement. Et je trouve d'ailleurs que c'est assez magistral de la part de Haruko Ichikawa, qui a une série finalement qui, dès le début, est carrément en place, quoi. On sent qu'elle sait où elle va. Alors, je ne sais pas si elle avait tout prévu d'un point de vue scénaristique. J'essaie de vous montrer l'effet brillant. Ça passe vraiment pas terrible à la caméra. Il est là, hein, je le vois, moi. mais quoique je le vois, si, je le vois. Mais il est discret sur cette couverture-là. Ouais, elle a une série. Je ne sais pas si elle avait tout prévu scénaristiquement, mais en tout cas, elle savait où elle allait, quoi. Et il y a un truc vraiment, il y a un peu un côté tour de force à l'ère des cristaux. C'est une histoire qui se tient très 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 bien, graphiquement et scénaristiquement. Et c'est vraiment ultra agréable à lire, au-delà des thématiques. Même si vous en avez rien à foutre d'aller chercher les messages cachés, entre guillemets, c'est juste trop cool à lire, en fait, quoi. C'est un manga d'action qui est ultra efficace aussi. Et l'évolution de Phosphophilite ressemble à ça actuellement. Non, d'ailleurs, il a encore changé, mais il ressemble à ça à un moment. Voilà, je vous laisse la surprise de comment il en arrive à là. Mais, euh, mais ouais, non, il y a des scènes, il y a des scènes d'action, notamment cette bataille là qui commence maintenant, qui sont vraiment ultra efficaces et ultra cool et ultra divertissantes en fait, quoi. C'est vraiment très très bien. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en plus, c'est un manga, comme je disais au début, c'est-à-dire que qui passe un peu inaperçu, j'ai l'impression, dont peu de gens parlent, qui est rarement mentionné dans les listes de lecture de ce que les gens aiment, mais qui pourtant mérite, à mon sens, un énorme succès et qui a un potentiel par son style graphique, par la richesse de ses thématiques, par sa qualité, tout simplement, de devenir le manga favori de certaines personnes. Ça m'étonnerait pas du tout que quelqu'un me dise mon manga favori, c'est l'ère des cristaux. Je trouverais pas ça bizarre du tout. Et on peut pas dire ça de tous les mangas. La plupart des mangas dont je parle, même des mangas que j'aime bien, euh, on se doute que ça va pas être le manga favori de quelqu'un. Quand on parlait de Heads tout à l'heure, qui est là-bas. Je parlais de 5 Minutes Forward, que j'ai posé quelque part, je ne sais plus où. C'est des mangas que j'ai bien aimés. 5 Minutes Forward, c'était cool. Heads, c'était anecdotique, mais c'était sympa. Voilà, 5 Minutes Forward. Mais on sait que ça va pas être le manga favori de quelqu'un. Il y a quand même peu de chance. Il y a mieux à côté, quoi. C'est des trucs un peu secondaires pour les gens comme nous qui aiment bien lire beaucoup de mangas. Mais c'est pas quelque chose qui va rester en top 1 pour qui que ce soit. Là, l'ère des cristaux, je pense vraiment que ça peut être le manga favori de plein de gens. Moi, il est monté très haut d'un coup dans mon classement. C'est vraiment, j'ai adoré cette série. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Problème, a priori, Haruko Ichikawa est une habituée des très longues pauses. Visiblement, il y a souvent 1 ou 2 ans qui se passent entre 2 tomes. Donc, il va falloir être patient. Là, le tome 13, le prochain, n'est même pas sorti au Japon. Ce sera peut-être le dernier. Enfin, vraiment, les chapitres que j'ai lus qui sont dispo en scan, illégalement, n'y allez pas. Euh, ouais, ça peut s'arrêter à tout moment. Là, elle joue un peu les prolongations. C'est pas du tout chiant, c'est pas du tout inintéressant, mais en fait, à tout moment, elle peut nous dire que le prochain chapitre, c'est le dernier, quoi. Euh, voilà. Ça s'arrête un peu abruptement, ce que je disais, mais je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'est un excellent manga. Merci beaucoup à Aeronalax de me l'avoir, alors pas de me l'avoir conseillé, mais de m'avoir aiguillé pour poursuivre ma lecture. Et d'ailleurs, c'est le dernier truc que je voulais dire dans ma vidéo. Mon rapport aux conseils que vous me donnez en commentaire, parce que ça arrive souvent sous mes vidéos que vous me donniez des conseils, je vous en remercie. Continuez. Mais ne vous attendez pas à ce que je lise tous les mangas que vous me conseillez. Déjà, par une pure question financière et de temps. Financière parce que aussi pour mes vidéos, parce que souvent vous me les conseillez pour que j'en parle en vidéo. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai les mangas. Donc pour les montrer et tout, c'est à ça que ressemblent mes vidéos. Donc je vais pas acheter tous les mangas de l'univers non plus. Et il y a une question de temps. Je n'ai pas le temps de lire tous les mangas de l'univers.
Et il y a une question d'envie. Il y a des mangas, je me renseigne à chaque fois. Quand vous soyez sûr, à chaque fois que vous me dites un titre, je vais voir à quoi ça ressemble. Et il y a des mangas, je suis sûr que vous les avez aimés, qu'il y a des bonnes raisons d'en parler, qu'il y a des trucs à dire, mais qui ne m'attirent pas l'œil, pour des raisons purement subjectives. Que ce soit graphique ou le résumé me donne pas spécialement envie, voilà. Et donc, je ne vais pas me forcer non plus. Après, quand il y a un conseil qui revient, au bout d'un moment, je vais peut-être m'y intéresser. Mais ne pensez pas. Enfin, chaque conseil ne sera pas suivi d'une vidéo sur ce manga-là. Mais de temps en temps, ça va arriver. Et donc, n'hésitez pas à continuer. Enfin, moi, j'aime découvrir des trucs. Après, je ne vais pas forcément les lire. Mais faites-moi découvrir, je suis carrément preneur. Je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un peu long et je me suis peut-être perdu. Je vous montre le coffret Benu Pun Pun que j'ai réussi à choper sans avoir à acheter l'intégrale que j'avais déjà. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de suivre la chaîne. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao.